Monsieur le représentant de Sa Majesté le Roi, Excellences, Excellencies, Madame la Ministre, chers collègues, beste collega's, geachte Damen en Heren, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Il y a 100 ans, en 1916, la Grande Guerre faisait rage. C'était l'année de la terrible bataille de Verdun et de la non moins horrible bataille de la Somme. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, nous tenons à évoquer ces années noires de cette guerre tout aussi noire. Nous commémorons les événements et les acteurs de l'époque, parfois dans la stupéfaction, souvent avec compassion, mais toujours avec un profond respect pour le courage et la douleur. Le 12 octobre dernier, il y a à peu près un an jour pour jour, nous célébrions dans cet hémicycle la mémoire de l'infirmière britannique Edith Cavell. Aujourd'hui, c'est à tous les résistants de la Grande Guerre que nous rendons hommage. Derrière moi, vous pouvez apercevoir de part et d'autre du perchoir 2 plaques en cuivre. Elles portent le nom de résistants condamnés à mort dans cet hémicycle, parce que cet hémicycle était un tribunal de guerre allemand, un tribunal d'exception. Ces résistants étaient de simples citoyens qui, dans des circonstances difficiles et périlleuses, avaient trouvé le courage de se lever pour une cause qu'ils estimaient juste, qu'ils estimaient légitime. Ils furent exécutés à l'emplacement de ce qui était alors le tir national. Et peut-être bon nombre d'entre vous connaissent-ils ce lieu sans le savoir. Il accueille aujourd'hui les bâtiments de la RTBF et de la VRT. Vielen echter zoveel meer slachtoffers dan de namen op de koperen platen laten vermoeden. Sommigen bekochten hun burgerzin met hun leven. Vaker werden ze veroordeeld tot zware straffen als deportatie of de gevangenis en keerden ze gebroken of niet terug. Sommigen kregen gratie. Enkelingen ontsnapten als bij wonder aan een straf. De activiteiten van de oorlogsrechtbanken beperkten zich ook niet tot het halfrond van de Senaat. In alle provincies werden burgers vervolgd door de Duitse bezetter. Zo vinden we sporen terug van een luikenaar die gefusilleerd werd in Asselt. Iemand uit Asselt werd terechtgesteld in Brussel, net als enkele Antwerpenaars. In Antwerpen stonden dan weer een man uit Namesje voor het vuurpeloton. Een Belg werd gefusilleerd in Rijssel en een Fransman uit Valenciennes kwam in Gent aan zijn einde. Om de cirkel rond te maken was er de Britse onderdaan die in Bangkok geboren werd en terechtgesteld werd in La Chartreuse in Luik. Precies daarom honden we eraan om tijdens deze zitting alle verzetslieden te huldigen. Heel speciaal begroeten we ook de kleinkinderen en de familie van de gefusilleerde verzetslieden hier in ons midden. Uw aanwezigheid maakt duidelijk hoe sterk die leeft in die families van de verzetslieden, ook na 100 jaar. Nous sommes très heureux d'avoir pu retrouver autant de membres des familles et nous tenons à nous excuser par avance auprès de celles et de ceux dont nous n'aurions éventuellement pas pu retrouver la trace. Il faut savoir que ce travail de recherche fut particulièrement complexe. Quelle que fût leur dispersion géographique, leur origine et leur position sociale, noblesse, haute noblesse, ouvriers, hommes ou femmes, curés de village ou cheminots, ces citoyens patriotes montraient tous la même détermination. Ils refusèrent résolument d'endosser passivement le rôle de victime de guerre. Comme les soldats sur le front, ils cherchèrent une manière de riposter face à l'ennemi. Gabrielle Petit était une combattante de cette trempe. Son histoire de résistance commence au moment où elle aide son fiancé,
blessée au combat, à franchir la frontière belgo-néerlandaise. Après avoir été recrutée comme espionne, elle est trahie et comparaît devant le tribunal de guerre. Au moment de pénétrer dans cet hémicycle, elle console sa mère adoptive, angoissée, et lui dit ces mots : « C'est notre Sénat, maman. » Elle restera héroïque jusqu'à la mort, refusant toute aide juridique et renonçant à faire appel de son jugement. Elle fut fusillée le 1er avril 1916. Et vous pourrez entendre tout à l'heure ce récit prenant, ce récit tragique. Lorsqu'en 1919, le Sénat recherche une idée de mémorial en hommage à Gabriel Petit, une citation du duc français de Montalembert émerge. « Les longs souvenirs font les grands peuples. Propageons le souvenir de nos héros à travers les âges. C'est le moyen de rester un grand peuple. » Bijna 100 jaar later lanceert zijn landgenoot, de historicus Pierre Nora, het begrip lieu de mémoire, plaats van herinnering. Op een nieuwe tijd is herinnering geëvolueerd van aandenken, souvenir, naar geheugen, mémoire. Nora définit als lieu de mémoire toute unité significative d'ordre matériel ou idéal dont la volonté des hommes ou le travail du temps a fait un élément symbolique du patrimoine mémoriel d'une quelconque communauté. Moet volgens Nora ook een intentie tot herinneren zijn. Anders is geen verschil tussen een lieu de mémoire, een plaats van herinnering, en een lieu d'histoire, een historisch plek. Ook de methode om geschiedenis te delen met het grote publiek zijn in de loop van de tijd veranderd. In het digitale tijdperk waarin we leven, ontstaan nieuwe media en nieuwe vormen van communicatie. Speciaal voor deze gelegenheid creëerde de archiefdienst van de Senaat een digitaal verhaal, een digital story. Aan de hand van stukken uit het Senaatarchief, aangevuld met bronnen van andere overheidsinstellingen en privéarchief, geven we in deze audiovisuele montage een impressie van de oorlogsrechtbank in deze Senaatzaal. Qui dit narration dit narrateur. En l'occurrence, les événements nous sont contés par le sénateur Konrad Alexander Braun. Le sénateur Braun, d'origine allemande, fut non seulement un éminent avocat, mais aussi un des membres du comité des avocats qui estimèrent de leur devoir d'assurer gratuitement la défense des accusés. Certains de ses confrères, notamment Victor Bonnevie et Sadi Kirchen, publièrent après la guerre des chroniques personnelles relatant les événements qu'ils avaient vécus. Alexander Braun, pour sa part, exprima ses expériences à travers la poésie. Son poème, intitulé « Croquis d'audience », constitue le fil rouge de notre narration numérique. Nous aurons aussi ensuite le plaisir et l'honneur d'entendre d'éminents orateurs approfondir certains aspects de la résistance pendant la Grande Guerre. Ils nous parleront des réseaux de cette résistance, du tribunal militaire allemand, de Gabriel Petit bien sûr, et du devoir de mémoire. Mesdames et messieurs, la Première Guerre mondiale ne fut pas celle qui allait mettre fin à toutes les guerres. Hélas, nous le savons, car la paix et la liberté ne sont jamais acquises une fois pour toutes. Comme le président français Raymond Poincaré le soulignait il y a près d'un siècle, la paix est une création continue. Cette vérité amère, cruelle, nous l'avons hélas encore expérimentée ces derniers mois. La séance d'hommage que nous organisons aujourd'hui aurait dû se dérouler le 23 mars. Mais la terreur nous a frappés un jour plus tôt, à quelques centaines de mètres d'ici, à la station Malbec et à Zaventem. Ces attentats s'attaquent aux mêmes valeurs que celles défendues par les résistants de la Grande Guerre au péril de leur vie, ces valeurs de démocratie, ces valeurs de liberté. Il nous faut à présent faire preuve de résistance morale, de résilience, de la même détermination
dont ces résistants nous ont donné et nous ont forgé l'exemple. Nous devons résolument défendre nos libertés et nos droits fondamentaux, si fragiles, si vulnérables, aujourd'hui encore. Dames en heren, het is passend dat wij vandaag in una de grote oorlog en hier in het halfrond van de Belgische Senaat eer betonen aan alle die de moed opbrachten op te komen tegen de bezetter, het zij als verzetslid, het zij als hun verdediger. Mesdames et messieurs, un siècle après la Grande Guerre, il sied de pouvoir rendre hommage au sein même de cet hémicycle de notre Sénat de Belgique à celles et ceux qui ont eu le courage de se lever contre l'occupant, que ce soit comme résistants ou comme défenseurs des résistants. Je vous remercie. Ik dank u. Nous vous invitons à présent à découvrir le montage audiovisuel réalisé par les services des archives du Sénat et qui s'intitule « Les procès au Sénat, une impression ». The Processen in the Senat, een impressie. Ce montage recrée l'ambiance des procès qui se sont déroulés dans cet hémicycle pendant la Grande Guerre. Aldus brengt deze voorstelling hulde aan alle verzetslieden van de Grote Oorlog en aan de advocaten die de moed hadden ze te verdedigen voor de militaire rechtbanken. Sur les mêmes gradins, sur les bancs que l'absence et le deuil depuis lors ont voué au silence, j'ai vu des casques luire à la pointe d'acier, puis des faces surgir au galbé massier. C'étaient des accusés qu'on amenait par bande, comparaître devant la justice allemande. C'étaient des prisonniers, des bourgeois, des civils, du devoir accompli victimes volontaires, leurs yeux profondément creusés sous les sourcils, graves, dévisageaient les juges militaires. In het halfrond van de Senaat hangen 2 koperen platen aan weerszijden van het spreekgestoelte. Ze herinneren aan de Duitse militaire rechtbank die daar tijdens de Eerste Wereldoorlog zetelde. Burgers die verdacht werden van verzetsactiviteiten werden er berecht. Sommigen onder hen werden veroordeeld tot de doodstraf en geëxecuteerd. Hun namen worden op de platen vernoemd. Vandaag gaan we op zoek naar het verhaal achter de koperen platen. We kijken door de ogen van een bevoorrechte getuige. Alexander Braun was tijdens de oorlog senator. Hij was ook een van de advocaten die de verdediging van de beklaagde op zich nam. Wat hij meemaakte, verwoordde hij in zijn gedichtenbundel Page Intime. Senator Alexander Braun wordt in 1847 in Nijvel geboren als een van de kinderen van de Duitse pedagoog Thomas Braun. Die Duitse wortels zullen hem tijdens de oorlog, vreemd genoeg, van pas komen in de oorlogsrechtbank. Wanneer hij in 1900 voor het eerst senator wordt, is hij 53 jaar en al 30 jaar een gerespecteerd advocaat. Op 4 augustus 1914 valt Duitsland België binnen. Het parlement wordt ontbonden. De regering vlucht naar Saint-Adresse in Frankrijk. Aan Braun en de andere parlementsleden wordt gevraagd om in hun kieskring de kalmte te helpen bewaren. Niet veel later valt de hoofdstad in Duitse handen. De militairen intimideren de bevolking met hun repressieve acties. Belangrijke gebouwen worden ingenomen. Zo ook het Paleis der Natie. Silence. Les voici tour à tour à la table, où siège en grand gala le conseil redoutable. Dites vos noms,
prénom, votre religion, catholique sans doute, et flamand ou wallon? Belge, répond la voix, que le sang-froid maîtrise, empreinte d'un mépris égal à la traîtrise. Je vais vous résumer les charges, écoutez, dit le juge en sa langue. En vain l'oreille écoute. Trahison, espionnage et quelques mots semblables sont dans ce baragouin les seuls qu'il ait compris. Il comptait exposer que s'il en est coupable, il l'a fait par devoir, par amour et pour rien. Que si c'était à faire, il le referait bien. Qu'il l'a fait pour aider par-delà les frontières, ceux qui tombent pour nous, nos enfants et nos frères. Dès les premiers jours de l'occupation, de nombreux Belges étaient arrêtés et condamnés. Moi, Victor Bonnevie, avocat au barreau de Bruxelles, je constituais alors le comité de défense gratuite pour la défense des Belges devant les tribunaux de guerre allemands, avec maître Sadi Kirchen, Thomas Braun et Alfred Dorf, qui m'avaient offert leur concours. Je fis appel à tous les avocats du barreau de Bruxelles qui m'étaient renseignés comme pouvant plaider en allemand. Cet appel eut peu de succès. Als je Belgische beschuldigde bijstaat in een Duitse oorlogsrechtbank, doe je dan je patriotische plicht? Of steun je met je aanwezigheid het rechtssysteem van de vijand? Alexander Braun twijfelt niet en voegt zich op 67-jarige leeftijd bij zijn zoon Thomas in het comité. Ils ont plaidé, peut-on dire, dans toutes les affaires, sauf dans celles où les avocats belges n'étaient pas admis, ce qui fut tout à fait exceptionnel à Bruxelles. Ils ont défendu plus de 6000 accusés. Les résultats obtenus ont été importants. Souvent la peine de mort demandée n'a pas été prononcée et les peines d'emprisonnement de longue durée ont été réduites. Nous avons eu assez bien d'acquittement. On n'a vu jusqu'ici ni dossier ni client, si l'on peut sous ce nom parler du patient. À peine entrevit-on quelqu'un des siens la veille. Il faut plaider pourtant. A-t-on assez souffert des affronts, du secret? Il faut croiser le fer. Où toucher le juge? Au cœur? À la figure? Ou trouver sûrement le défaut de l'armure? Sans pitié pour tous ceux que ces coups vont broyer, n'a-t-il pas d'enfant là-bas à son foyer auquel il n'oserait raconter cette histoire? Et puis, si par hasard la chance avait tourné, si c'était nous le juge et lui le condamné, n'aurait-il pas cherché, lui, dans sa soif de gloire, à sauver son pays? Et n'aurait-il pas fait le geste valeureux qu'il appelle un forfait? De beschuldigden komen uit alle rangen en standen. Alexander Braun verdedigt geestelijken, waaronder Joseph Cardijn, de latere kardinaal, die gearresteerd wordt omdat hij reageert tegen het Duitse systeem van dwangarbeid. Tijdens het proces van Edith Cavell en Philippe Book pleit Braun voor adellijke dames die ervan beschuldigd worden geallieerde soldaten te logeren en te helpen ontsnappen. Braun verdedigt eveneens burgers die opgepakt waren voor de druk en verspreiding van de clandestine La Libre Belgique. Dat blad blijft verschijnen, ook tijdens de processen over La Libre zelf. Dat wekt natuurlijk groot ongenoegen bij de Duitse politie, die met elk proces tevergeefs hoopt het hele netwerk te hebben opgerold. Op het proces Schmitz verdedigt Alexander Braun Isidore Uitenbroek. Het gaat over de beschuldiging van spionage. Kleine bedienden of arbeiders van de spoorwegen houden voor 4 of 5 frank per dag doorrijdende treinen in de gaten en brengen daar op gezette tijden verslag over uit. Voor spoorwegingenieur Uitenbroek kan Brauns hulp niet baten. Voor dienstzus Louise dan weer wel. Pour terminer, messieurs, nous avons reçu une touchante demande introduite par notre honorable collègue, M. Alexandre Braun, au nom des 8 avocats qui ont défendu devant la cour martiale allemande les héros civils belges. En souvenir des heures tragiques qu'ils ont vécues dans notre salle des séances, ils vous demandent de vouloir bien leur laisser un souvenir. Ce souvenir consisterait dans l'octroi à chacun d'eux d'un meuble, en l'occurrence d'un fauteuil sénatorial. Na de oorlog blijft Alexander Braun nog 10 jaar actief als senator. 6 jaar na zijn afscheid van het halfrond
overlijdt hij op 88-jarige leeftijd. À ces accents nouveaux, un éclair illumine les fronts endoloris, les faces où la mort a projeté son ombre. Et sous ce réconfort, c'est maintenant l'orgueil, la fierté qui domine. Alors, questionnés pour la dernière fois, s'ils ont tout déclaré, s'ils confessent leurs crimes, se levant solennels, ces civils, ces bourgeois, chacun trouve en son cœur des paroles sublimes. Si vous êtes la force, aux uns religieux, vous n'êtes pas le droit. Je l'aurais fait quand même, dit une jeune femme à l'œil noir, au teint blême, si mon frère et si moi ne l'avions fait à deux. D'autres traits fendent l'air de ce ton, de ce style. Pouvais-je violer pour vous le droit d'asile? Quand on fait son devoir, on ne distingue pas entre les malheureux qu'on arrache au trépas. Seront-ils fusillés? La grâce adviendra-t-elle? Chaque instant ajouté à leur transe mortelle, quand, extraits certains soirs de leurs cellules, enfin, on les introduisit au greffe tous les 20. Leur sort énigmatique, encore plus que la crainte, sur leurs traits ravagés a creusé son empreinte. La sentence est rendue implacable, fatale. 6 d'entre eux subiront la peine capitale. Leurs proches sont déjà convoqués au parloir. Qui dira leurs sanglots, leurs cris de désespoir? Les transports éperdus des enfants et des mères, leurs lamentations et leurs vaines colères. Mais eux vont s'apaiser, les martyrs de demain, et se ressaisissant d'un effort surhumain. Ne pleurez pas sur nous, l'heure n'est pas aux larmes, la patrie en péril appelle à l'aide, aux armes. Des musiciens du Brussels Police Band nous font à présent le plaisir d'encadrer cette séance d'hommage musicalement. Leur présence ici honore l'un de leurs collègues, policiers bruxellois, dont le nom figure sur les plaques commémorant les résistants exécutés. Ik nodig u uit om te luisteren naar de uitvoering van Gaillard Battaglia van Samuel Scheidt door de Brussels Police Band.
J'invite le docteur Emmanuel de Bruyne, professeur à l'Université catholique de Louvain, à prendre la parole au sujet des réseaux de résistance pendant la Première Guerre mondiale. Dès son arrivée en août 1914, l'armée allemande fut confrontée à la froide hostilité de populations civiles, scandalisées par le viol de la neutralité, horrifiées par le cortège de destruction et d'exactions qui avait accompagné l'invasion, et endeuillées déjà par la mort de milliers de concitoyens, civils et militaires, fauchés par les soldats de l'envahisseur. Contrairement aux craintes de ce dernier, cette hostilité ne se manifesta pas par des actes de violence commis contre les troupes allemandes. La peur des représailles et les appels au calme et au respect du droit international lancés par les autorités dissuadèrent les Belges d'agir en francs-tireurs. L'armée allemande n'en fut pas moins confrontée pendant les 4 ans d'occupation à un phénomène de résistance. À l'exception de quelques actes de sabotage, celui-ci ne prit pas la forme d'une lutte armée. Le mot « résistance », compris comme une lutte clandestine contre un occupant, n'était d'ailleurs pas utilisé dans ce sens durant la Première Guerre mondiale, cette acception émergeant lors de la Seconde. Cela n'empêcha pas de petits groupes d'occupés d'effectivement s'organiser en réseau dans le but de nuire à l'autorité occupante et à l'armée ennemie, tout comme le feront les résistants du conflit suivant. Les efforts les plus importants furent consentis dans l'espionnage, malgré la répugnance qu'inspirait à l'époque ce genre d'activité. Au moins 6500 occupés s'investirent dans plus de 200 petits réseaux qui travaillaient pour les services de renseignement militaires belges, français et surtout britanniques. Les champs d'aviation, dépôts de munitions, casernements étaient épiés, mais c'est dans le domaine de l'observation ferroviaire que le travail fut le plus systématique. La plupart de ces réseaux furent détruits au bout de quelques mois par les polices secrètes allemandes, comme celui, par exemple, de Gabriel Petit, qu'évoquera Sophie de Scapdrever. Mais quelques-uns connurent un incontestable succès. Le plus réussi fut probablement celui de la Dame Blanche, créée à Liège, qui rassembla 1 millier d'agents répartis sur la quasi-entièreté des territoires occupés. Dès le début de l'occupation apparurent aussi des